Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, les Nigériens votaient ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Une élection qui doit déboucher sur la première transition démocratique entre deux présidents élus. 30 candidats sont en lice. Élection présidentielle également en Centrafrique ce 27 décembre, un scrutin sous haute tension en raison de la menace d'une nouvelle offensive rebelle. Le vote n'a d'ailleurs pas pu se tenir dans certaines parties du pays. Et puis 2020, une année particulièrement difficile au Tchad pour les jeunes. Avec la crise sanitaire, la moitié d'entre eux ont perdu leur emploi ou peinent à en décrocher un. Le gouvernement tente de rassurer, mais la situation pourrait perdurer encore quelques temps. Qui pour succéder au président Mahamadou Issoufou? Le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche au Niger, pays régulièrement ébranlé par les attaques terroristes. 30 candidats briguent la magistrature suprême, un scrutin qui s'est déroulé dans un calme relatif malgré des retards dans l'ouverture des bureaux de vote. Reportage de notre envoyé spécial Olive Adjakotan, commenté par Zahra Mohamedouchou. Au Niger, quelques 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 27 décembre 2020 pour choisir leur futur président. Ici, dans ce centre de Yantala, quartier populaire de Niamey, les opérations de vote ont débuté avec un retard de 30 minutes. Voilà, j'attendais ça depuis. C'est pas aujourd'hui, j'attends ça depuis. Oui. Maintenant que j'ai voté, vraiment, je suis à l'aise. Et je rentre à la maison, toute la famille vont venir voter, Inch'Allah. Je souhaite que Dieu va nous amener un bon président qui va nous enlever dans cette situation qu'on est dedans. Aujourd'hui, je suis venu voter pour être citoyen nigérien. Je veux un changement dans mon pays. Outre le retard observé dans le démarrage dans les 7 bureaux de vote du centre, d'autres défis se sont présentés aux membres de la Commission électorale nationale indépendante. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent qu'ils se sont fait enrôler à Zender, Tawa et autres et ils veulent voter ici à Niamey. Il y a d'autres, ils viennent avec les cartes, peut-être d'autres viennent avec des cartes, ils disent c'est pour leur femme et le malade, d'autres viennent avec des cartes, ils disent c'est pour mon frère, il a eu accident, des trucs comme ça, ils veulent voter. Vous comprenez? Et ça, c'est des trucs qu'il faut éviter. En plus du premier tour de la présidentielle, 48 formations politiques étaient en lice pour les législatives. Et le président Mahamadou Issoufou n'est pas candidat à cette élection. Il s'apprête à quitter le pouvoir après ses 2 mandats constitutionnels pour une première transition démocratique dans le pays. Écoutez le président nigérien qui s'exprimait à la sortie du bureau de vote. Aujourd'hui, un jour spécial pour moi. C'est aussi et surtout un jour spécial pour le Niger. Pour le Niger, qui va connaître pour la première fois de son histoire une alternance démocratique. Et j'espère que cette alternance démocratique, cette première, sera une pierre d'attente pour d'autres alternances afin de consolider notre processus démocratique. Élection présidentielle toujours, mais autres pays et autres enjeux. Les Centrafricains étaient également appelés aux urnes ce dimanche. Une élection sous la menace d'une nouvelle offensive rebelle. Une partie de la population n'a d'ailleurs pas pu voter. Dans la capitale, les bureaux de vote ont ouvert, mais dans une tension palpable. Reportage de notre envoyé spécial à Bangui Tirindassa. Dans la capitale centrafricaine, les Banguissois se sont rendus dans les bureaux de vote ce 27 décembre. Plus de 10 000 casques bleus ont été déployés pour garantir la sécurité de ce scrutin. L'opposant Martin Ziguélé déplore que dans certaines parties du pays, les Centrafricains ne soient pas en mesure de voter. Le choix du vote, selon lui, consiste avant tout à dire non à la prise du pouvoir par les armes dans son pays. Même ma localité d'origine où je suis député de Haute-Oise, c'est pour vous dire, c'est une situation préoccupante, mais qui aurait pu être anticipée. Parce qu'on nous a annoncé un plan de sécurisation des élections. On nous a fait beaucoup de discours là-dessus. Et vous voyez au résultat, chaque fois qu'il y a un coup de feu dans une ville,
la population disparaît et il n'y a pas d'élection. Le président de l'Union pour le renouveau de la Centrafrique, Anissé Georges Dologuélé, s'est lui aussi rendu dans son bureau de vote. Membre de la coalition de l'opposition démocratique de François Bozizé, le candidat de l'URCA appelle les militants du Nkwanakwa à lui accorder le soutien promis par le chef du parti, François Bozizé. Quand nous avons vu se développer cette insécurité, nous nous sommes dit il ne faut pas priver les Centrafricains du droit de vote. Il faut d'abord que le chef d'État discute avec ceux qui prennent des armes pour réussir à calmer la situation, pour permettre à chaque citoyen d'aller exercer son droit de vote. Vous savez comment le chef d'État réagit. Quand Dologuélé dit une chose, il faut que rigoureusement il fasse l'inverse, même si c'est pour le bien des Centrafricains. Donc il a fait l'inverse. Et puis voilà, plus de la moitié des Centrafricains, plus de, je dirais même les 3/4 des villes centrafricaines n'ont pas voté. Selon les observateurs présents à Bangui, plus de 30 millions d'euros ont été alloués par l'Union européenne pour la tenue de ces élections. Alors que les Banguissois se rendaient dans leur bureau de vote, certaines localités du pays ont été le théâtre d'affrontements armés. Et à Bambari, Ipi et Bria, les élections n'ont pas pu se tenir. Des tirs ont été entendus très tôt dans la matinée, dissuadant les populations de sortir et les bureaux de vote d'ouvrir. Dans l'actualité également, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ce samedi 26 décembre à Kinshasa. Les échanges ont duré plus de 3 heures. Les discussions auraient porté sur les récents développements politiques dans le pays. Pour rappel, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont apporté leur soutien à l'union sacrée lancée par le chef de l'État congolais. En Ouganda, la commission électorale a annoncé ce samedi la suspension des meetings politiques dans 11 districts du pays, dont la capitale, Kampala, en raison de la propagation du coronavirus. Cette suspension intervient à peine 3 semaines avant les élections présidentielles et législatives du 14 janvier prochain. La commission avait précédemment exhorté les candidats à ne pas organiser de rassemblement de plus de 200 personnes afin de limiter les risques de contamination. Et les conséquences de la pandémie également au Tchad. Les jeunes ont connu une année particulièrement difficile sur le plan de l'emploi. Le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour tenter de sortir ces jeunes de la précarité, mais les résultats tardent à se faire sentir. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marie-Raphaël Antolo. Au Tchad, la pandémie de Covid-19 est venue accentuer la situation sociale des jeunes déjà précaires à cause de la crise économique et sociale que traverse le pays depuis plusieurs années. Selon la Confédération libre des travailleurs du Tchad, plus de la moitié des jeunes œuvrant pour la plupart dans l'informel ont perdu leur emploi ou leur affaire à cause des mesures restrictives des autorités pour prévenir et lutter contre la pandémie. Une situation qui inquiète les acteurs du monde du travail qui estiment que ce phénomène est une bombe sociale à retardement. 90% des travailleurs sont dans le secteur informel. La plupart ont perdu déjà leur emploi. Dans le secteur formel, nous avons les travailleurs dans le secteur de tôlerie qui ont perdu leur emploi. C'est des services de transport ont perdu leur emploi. Nous avons aujourd'hui le Tchad est un pays exportateur de pétrole, dans les trucs extractifs. Dans le milieu du pétrole, les gens ont perdu leur emploi. Et les services, aujourd'hui, quand vous prenez les gens de gardiennage, tous ces problèmes-là, tous ces travailleurs-là, les employeurs les ont mis en chômage. Ils appellent chômage économique, mais nous disons non, ce n'est pas économique. C'est un problème qui est dû au coronavirus. Pour atténuer ce phénomène, le gouvernement a lancé plusieurs programmes de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi en milieu urbain comme rural pour sortir un grand nombre des jeunes de la précarité. Bien que les retombées de ces initiatives tardent à satisfaire les bénéficiaires de plus en plus impatients, les autorités annoncent une perspective favorable pour la situation sociale des jeunes. De nos jours, aux sorties des écoles de formation et des universités, beaucoup de jeunes diplômés ne savent comment chercher de l'emploi, et ce qui fait que le taux de chômage s'accentue de manière exponentielle. Pour combler ces déficits extrêmement importants, le ministère de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, à travers l'Office national pour la promotion de l'emploi, a mis en place des programmes et stratégies pour faciliter l'insertion des jeunes dans la vie active. L'emploi des jeunes
est un processus qui commence dès la formation jusqu'à l'insertion effective. Pour rappel, le gouvernement a lancé en juin 2020 un fonds de 30 milliards de francs CFA dédié à l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs périns et porteurs de croissance comme l'élevage, l'agriculture, l'énergie et les nouvelles technologies. Une initiative qui permet de financer à 100% les projets des jeunes par les banques avec une garantie de l'État autour de 70%. Les droits d'auteur, un sujet qui reste problématique sur le continent et notamment en République démocratique du Congo. Beaucoup d'artistes congolais ont encore du mal à vivre de leur art, une situation qui s'expliquerait notamment par la mauvaise gestion des droits d'auteur. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les artistes congolais, toutes catégories, subissent depuis les années les effets pervers d'une mauvaise politique culturelle en général et particulièrement les droits d'auteur. L'année 2020 a connu quelques initiatives tendant au réveil des artistes afin de mettre de l'ordre pour une meilleure gestion des droits d'auteur. La gestion des droits d'auteur en RDC a besoin d'une réforme. Et réforme, ça veut dire quoi? Remettre quelque chose à sa forme. Et c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui, afin que nous puissions avoir une claire vision de où on va et un changement positif, une clé de répartition. Comment est-ce qu'on répartit tout cet argent qui est récolté tous les ans? Profitant de la Journée internationale de la culture célébrée le 14 octobre de chaque année, plusieurs professionnels culturels se sont réunis à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Objectif, réfléchir et rédiger les grandes lignes pour implémenter une politique culturelle bénéfique pour tous. La journée africaine, elle sert à sensibiliser nous, Africains, à nous sensibiliser sur la question et l'importance du droit d'auteur dans sa gestion collective. Donc c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous sensibilisons et en sensibilisant, nous présentons aussi une nouvelle société d'administration du droit d'auteur au Congo qui est la DACO. La DACO a été créée dans le besoin d'améliorer l'administration du droit d'auteur, d'accompagner les titulaires du droit d'auteur. La République démocratique du Congo est connue pour sa diversité culturelle, de la musique dans la rumba à l'art plastique en passant par le théâtre et autres. Le domaine des arts regorge des milliers de talents qui, pour la grande majorité, meurent pauvres. Le cas de Kabasele Chamala, auteur-compositeur de Indépendance Tcha-Tcha, cette chanson qui a accompagné les indépendances africaines en est une bonne illustration. Et sachez que le continent comptera dorénavant 4 représentants directs en phase finale de la Coupe du Monde féminine 2023. Cette nouvelle répartition a été décidée par le bureau du Conseil de la Fédération internationale de football. Pour la prochaine édition, la compétition accueillera par ailleurs 32 équipes au lieu de 24 actuellement. De nouveaux critères qui s'expliquent par le succès retentissant du mondial féminin 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.